Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le premier jeu que je suis allé acheter au Gen Con cette année, c'est le jeu Era, Âge médiéval, un jeu édité en 2019 par Eggerspiel. C'est un jeu de l'auteur Matt Leacock qui est très reconnu évidemment pour avoir designé les jeux Pandémie. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et les parties vont durer de 45 à 60 minutes. Le but du jeu va être de construire un domaine avec des bâtiments et de faire le plus de points de victoire. C'est un jeu qu'on appelle un roll and build, donc les joueurs vont avoir des dés qui représentent la population dans leur domaine et ils vont ensuite les lancer pour générer certaines ressources ou faire différentes choses. Ces ressources-là vont leur permettre d'acheter des nouveaux bâtiments qu'ils vont pouvoir placer dans leur domaine, donc physiquement sur leur plateau. Les bâtiments sont vraiment des beaux petits bâtiments en 3D, en plastique. Chaque bâtiment va nous donner certains pouvoirs, vont ajouter des dés dans notre population. Il y a des dés de différentes couleurs. Donc on a un aspect vraiment de construction d'engins qui va se faire au fur et à mesure qu'on va construire notre royaume, qu'on va ajouter des nouveaux dés, tout ça. Donc un bel aspect de gestion de ressources à l'intérieur du jeu. Donc Era, âge médiéval, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va se faire une réserve avec les différents jetons de bâtiments et on va les classer par catégorie. On a ici les fermes, on a ici les maisons longues, les maisons de ville, les guildes, les églises, les monastères, les cathédrales, l'université, les moulins assis, les marchés, les hôpitaux, les donjons, les murs et les terres brûlées. Comme on joue à 2 joueurs, on va retirer un bâtiment de chacune des sortes et on va les retourner dans la boîte de jeu. On va faire la même chose avec les dés, donc on va classer les dés jaunes, les dés gris, les dés bleus et les dés blancs dans une réserve et on va retourner un dé de chaque couleur dans la boîte de jeu. Pour une partie à 2 joueurs, on va placer 3 marqueurs de temps sur la table. Les autres seront retournés dans la boîte de jeu. C'est des marqueurs qui vont nous aider à déterminer la fin de la partie. À chaque fois qu'on va construire un bâtiment et qu'une catégorie de bâtiment sera épuisée, on va retourner un des jetons de l'autre côté pour montrer le X. Et quand les 3 jetons seront sur la face du X, ça va déclencher la fin de la partie. Chaque joueur va recevoir son plateau domaine, un paravent, 3 dés jaunes, 1 dé gris. On va ensuite recevoir certains bâtiments qu'on va placer dans notre placement initial. On va avoir un donjon, on va avoir 3 murs de 4 de longueur, on va avoir 3 maisons longues et on va avoir dans une partie à 2 joueurs 2 terres brûlées qu'on va devoir placer dans notre domaine avant de commencer la partie. On va aussi recevoir 6 marqueurs de ressources qu'on va placer sur notre plateau de domaine à certains endroits sur les pistes correspondantes. Donc le marqueur bleu va être placé à 0 sur la piste de marchandises, le marqueur gris à 1 sur la piste de pierre, le marqueur brun à 2 sur la piste de bois, le marqueur jaune à 3 sur la piste de nourriture. Donc ce sont les 4 ressources qu'on va utiliser pendant la partie. Le marqueur blanc va être placé à 0 sur la piste de culture. Et le marqueur orange va être placé à 0 sur la piste de désastre. Les joueurs vont ensuite placer leur paravent devant leur plateau de domaine et vont aller placer tous les bâtiments initiaux sur leur plateau pour construire leur royaume au début de la partie. On n'a pas de restriction de placement, donc on doit placer tous ces éléments-là, nos 3 murs, notre donjon, nos 2 terres brûlées et nos 3 maisons longues à quelque part dans notre domaine, dans la partie, la grosse partie de notre plateau personnel. Lorsque les 2 joueurs vont avoir placé leur royaume de départ, on va enlever notre paravent pour révéler à nos adversaires comment on a placé nos bâtiments pour commencer la partie. Ensuite, chaque joueur va lancer son dé gris et le joueur qui aura obtenu le plus d'épées sera déclaré premier joueur. On va lui donner le marqueur premier joueur qui est ce petit marqueur noir et il va le placer sur sa piste de tour sur la case la plus haute.
Une partie de Era Medieval Age se joue en plusieurs rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, on va suivre les 6 phases de jeu qui sont énumérées sur notre plateau. Donc le marqueur premier joueur va passer chacune des phases une par une jusqu'à temps qu'on ait traversé les 6 phases pour mettre fin à la ronde. Dans une phase, les joueurs vont utiliser leur dés pour générer certaines ressources qu'ils vont pouvoir marquer sur les différentes pistes de leur plateau personnel. Ensuite, on devra nourrir nos ouvriers, en fait, qui sont nos dés, qui représentent les gens de notre population. Donc, on va devoir perdre de la nourriture pour chacun de nos dés. On va ensuite passer à une phase de désastre. Donc, si on a roulé des symboles de crâne sur nos dés, il va se passer des choses généralement négatives pour nous ou nos adversaires. Ensuite, on va pouvoir construire des nouveaux bâtiments en dépensant les ressources. On peut acheter des nouveaux bâtiments, les placer dans notre royaume pour pouvoir, évidemment, gagner des points, gagner différents pouvoirs ou gagner des nouveaux habitants de notre population qui seront des nouveaux dés qu'on va ajouter dans notre bassin de dés personnel. Finalement, on va générer une phase d'attaque avec les épées qu'on va avoir roulées. On va pouvoir essayer de piller une ressource aux joueurs qui ont roulé moins d'épées. Ensuite, on va passer le marqueur de ronde au prochain joueur et on va commencer une nouvelle ronde de jeu. Et on va jouer jusqu'à temps que les 3 marqueurs soient du côté X. Ça veut dire qu'on a construit, dans le fond, 3 sortes de bâtiments au complet de la réserve. Et à ce moment-là, ça va être la fin de la partie. On va passer au décompte final des points. Et le joueur qui aura marqué le plus de points sera le vainqueur. Pour débuter la première ronde de jeu, le joueur qui est en possession du marqueur du premier joueur va annoncer la première phase de la ronde, qui est la phase de lancement de dés. Pour faire cette phase, les joueurs vont placer leur paravent de façon à cacher les résultats de leurs dés de leurs adversaires. Cette phase se fera donc derrière le paravent caché de ses adversaires et va aussi se faire de façon simultanée. Donc tous les joueurs vont effectuer la phase de lancement de dés en même temps. On va donc prendre tous les dés qui se retrouvent dans notre population et on va les lancer pour regarder les résultats obtenus. Premièrement, si j'ai un dé qui a un résultat avec un symbole de crâne, ce dé sera barré, on ne pourra pas le relancer avec nos 2 relances. Donc chaque joueur va avoir 2 relances durant la phase de lancement de dés. Donc je vais le placer de côté, lui je ne pourrai plus le relancer. Ici je peux décider de garder certains des autres dés si ce sont des symboles que je veux obtenir. Ce sont généralement des symboles qui vont me générer des ressources comme de la pierre ou du bois ou des ressources ici d'attaque avec les épées pour essayer de piller nos adversaires. Donc je pourrais décider de garder le dé avec les 2 pierres et je vais utiliser ma première relance sur mes 2 autres dés. Donc je vais obtenir ce résultat-là. Je pourrais encore une fois décider de garder certains de ces dés-là. Je pourrais décider de ne plus garder celui-là puis l'utiliser dans ma dernière relance pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Donc je vais relancer ces 2-là une autre fois. Et ici, je vais avoir ça et on va dire que j'ai obtenu ce résultat sur mon 4e dé. Lorsque j'ai effectué mes 2 relances ou que je ne veux plus relancer mes dés, donc les relances sont optionnelles, les joueurs ne sont pas obligés de les utiliser. À ce moment-là, on va attendre que tous les joueurs aient terminé de faire leur phase de lancement de dés. Lorsque tous les joueurs ont terminé de lancer leur dés, d'utiliser leur relance, on va retirer nos paravents pour révéler à nos adversaires les résultats obtenus sur nos dés. Si jamais on avait des dés blancs qui ont un symbole de plume, ça va nous permettre, une fois qu'on révèle nos dés, de faire une relance. On pourra relancer le dé avec la plume et n'importe quel autre dé, même un dé qui possède un crâne. Donc si j'ai mon dé blanc avec une plume, je pourrais le relancer et relancer mon dé avec le crâne aussi. Mais évidemment, les dés blancs vont arriver plus tard dans la partie. J'avais oublié que dans mon placement initial, les joueurs recevaient aussi une ferme dans leur domaine de départ. Donc chacun va avoir une ferme sur son plateau. Comme la première phase est terminée, on va passer à la deuxième phase. On va déplacer le marqueur ici sur la deuxième phase, qui est la phase de collecte. Donc les joueurs vont pouvoir collecter les ressources qui sont sur les faces des dés qu'ils ont lancés. Donc ici j'ai 2 pierres, donc je vais avancer le marqueur gris de 2 sur la piste des pierres. Ici, comme on a une barre oblique, donc j'ai le choix entre 2 nourritures ou une pierre. Je vais décider de prendre les 2 nourritures. Je vais donc avancer le marqueur jaune de 2 sur sa piste. Ensuite, ici, j'ai un bois, donc je vais avancer le marqueur brun de 1.
Et je vais aussi avoir un marteau tout à l'heure qui va me permettre de construire un bâtiment. Et les épées ne génèrent pas de ressources, mais seront utilisées dans la dernière phase du tour de jeu. Lorsqu'on a terminé de collecter les ressources de ces dés, on va regarder si on a des bâtiments qui vont aussi générer des ressources. Chaque ferme qui est sur mon plateau va me générer 1 de nourriture. On va donc avancer le marqueur de nourriture de 1 sur sa piste. Si jamais on a des moulins assis, donc si on a construit des moulins assis, on va générer 2 ressources de bois par moulin assis à ce moment-là dans la phase de collecte. On déplace ensuite le marqueur sur la 3e phase de la ronde, qui est la phase de nourrir sa population. On doit donc payer une ressource de nourriture pour chacun des dés dans notre population. Donc ici, j'ai 4 dés, donc je dois payer 4 nourritures. Donc je tomberai à 2 sur ma piste de nourriture. Si jamais je n'ai pas assez de nourriture pour nourrir tous mes dés, je vais devoir diminuer, en fait augmenter sur la piste de désastre de 1 pour chaque dé qui ne sera pas nourri. La piste de désastre seront des points négatifs à la fin de la partie. On continue la ronde avec la 4e phase, qui est la phase de désastre. C'est là qu'on va regarder, chacun des joueurs va faire cette phase-là en ordre de tour de jeu. Donc, ce serait notre premier joueur qui va commencer par sa phase de désastre. Ensuite, ça va être son adversaire. On va regarder combien on a de crânes sur nos dés. Donc, ici, j'ai un total de 1 crâne sur tous mes dés. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec un crâne sur l'échelle de désastre qui est sur notre paravent. Et on va appliquer cet effet. Donc, à 1, ce sont des brigands. Donc j'ai le choix de perdre une de mes ressources ou d'avancer en fait le marqueur de désastre de 1 sur cette piste. Donc je pourrais décider de l'avancer de 1 à ce moment-là. Ça va me faire une pénalité à la fin de la partie. Si on avait eu 2 crânes, on va avoir la maladie qui va se répandre. On va devoir avancer le jeton de désastre pour chaque bâtiment qui est collé sur un autre bâtiment. Donc si par exemple ma ferme avait été collée sur la maison ici et que j'avais obtenu 2 crânes, j'aurais perdu 2 points. En fait, j'aurais avancé le marqueur de désastre de 2 parce que j'ai 2 bâtiments qui sont collés les uns sur les autres. Et ça peut faire très mal en fin de partie lorsqu'on a beaucoup de bâtiments sur notre plateau. Par contre, on peut construire un hôpital. Un hôpital, si on a ça à quelque part, ça va faire que tous les bâtiments qui touchent à l'hôpital de façon orthogonale ne seront plus considérés comme étant à côté d'un autre bâtiment, donc ne seront pas affectés par la maladie. Si on obtient 3 crânes, on devra donner à chacun de nos adversaires une terre brûlée et ils devront la placer sur leur plateau dans leur domaine. Si jamais on a 4 crânes à la place, c'est nous en fait qui a un feu dans notre domaine, on devra détruire un de nos bâtiments et le retourner dans la réserve. Pour 5 crânes, nos adversaires vont subir une attaque, donc ils devront détruire un de leurs bâtiments qui n'est pas caché entre 4 murs, donc qui n'est pas clôturé à l'intérieur d'un mur. Et finalement, 6 crânes et plus, on va perdre, c'est une révolte, on va perdre toutes nos marchandises, donc la ressource bleue, si on en a, on va tomber à 0. Chacun des joueurs va seulement activer le plus haut effet de ces crânes, donc chaque joueur peut activer un seul désastre. On se déplace ensuite vers la 5e phase, qui est la phase de construction, qui va aussi se faire en ordre de tour de jeu, en commençant par notre premier joueur. On va regarder combien on a de symboles de marteau sur nos dés. Et pour chaque symbole de marteau, on peut faire une construction. On peut construire un bâtiment dans notre domaine, en payant évidemment les ressources demandées. On a un résumé de l'effet et des coûts de chacun des bâtiments sur notre paravent, et aussi des formes géométriques qu'ils occupent pour pouvoir planifier un petit peu comment on veut placer ça dans notre domaine. Comme j'ai un seul symbole de marteau, je vais pouvoir effectuer une construction. Je pourrais donc décider dans tous les bâtiments qui sont là d'aller faire une maison de ville pour un coût de 2 pierres. Je vais donc dépenser 2 pierres, donc je vais tomber à 1 et ensuite je vais aller prendre le bâtiment dans la réserve. On peut seulement construire évidemment un bâtiment qui est disponible dans la réserve. Les bâtiments sont en quantité limitée et je vais ensuite le placer sur mon plateau là, à un endroit où il y a de la place pour placer ce bâtiment. On voit ici que la maison de ville va me donner un dé bleu, donc je vais pouvoir ajouter un dé bleu à ma population, et à partir de la prochaine ronde, je vais pouvoir lancer 5 dés. Si jamais on venait de construire la dernière maison de ville, à ce moment-là, on va retourner un des 3 marqueurs de temps sur la face qui montre un X.
Ensuite, on a la phase d'extorsion, la dernière. Donc, on va déplacer le marqueur sur la dernière phase et on va regarder combien chaque joueur a d'épées sur ses dés. Donc, ici, mon joueur a 3 épées, l'autre joueur ici a 2 épées. Le joueur qui a le plus d'épées peut réclamer une ressource à chacun des joueurs qui a moins d'épées que lui. Si c'est égal, il n'y a personne qui fait de l'extorsion. Et si les joueurs ont roulé aussi des boucliers, à ce moment-là, ça va annuler les épées. Donc, si j'ai 4 boucliers, ça annulerait les 3 épées. Donc, le joueur ne pourra pas estorquer de ressources. Mais si on était à 2 ici contre 3, donc si je peux estorquer une ressource, donc je peux demander n'importe quelle ressource que mon adversaire possède, et par la suite, mon adversaire va choisir soit s'il me donne cette ressource-là, donc il va l'enlever sur son plateau, moi je vais la rajouter sur le mien, ou s'il décide de ne pas vouloir me payer la ressource, il va devoir avancer son marqueur sur la piste de désastre de 2 cases. Et ça va mettre fin à une ronde de jeu. À ce moment-là, on va prendre le marqueur de ronde, on va le passer au prochain joueur qui va le placer sur son plateau. Et on va s'assurer, avant de passer à la deuxième ronde, qu'on a pris les dés des bâtiments qu'on a construits s'il y en a, ou qu'on a enlevé les dés des bâtiments qu'on a perdus, si on a perdu des maisons ou des différents bâtiments qui donnaient des dés dans notre domaine. Et on va continuer la partie jusqu'à temps que les 3 marqueurs de temps soient sur la face avec le X. À ce moment-là, on va terminer la ronde en cours et on va passer au décompte final des points. On va donc utiliser la feuille de pointage pour pouvoir cumuler les éléments de tout ce qui marque des points dans la partie. Premièrement, on va marquer des points pour chaque bâtiment qui sont dans notre domaine. Et si jamais on a des bâtiments qui sont à l'intérieur d'un mur fermé, ces bâtiments vont compter double. On va multiplier les points par 2. Donc ici, on a des donjons à 1 point chacun. J'ai 2 donjons qui sont considérés à l'intérieur de mes murs. Donc ça va faire 2 x 2, ça va faire 4. Ici, je peux mettre mon nom, prof BG. Ensuite, j'ai mes maisons longues, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, qui sont à 1 point chaque, 5 points, mais sont à l'intérieur, donc ça fait un total de 10. Des maisons de ville, j'en ai seulement 2, comme ils sont à l'intérieur, ils valent 2 points chacune, ça va faire 4. J'ai 2 églises à 1 point, même chose, elles vont valoir 2 parce qu'elles sont à l'intérieur de mon mur fermé. Les fermes, j'en ai 1, 2, 3 qui sont à l'extérieur et 2 qui sont à l'intérieur, donc 2, 4, 5, 6, 7 points pour mes fermes. Ensuite, j'ai un moulin assis à l'intérieur, donc il vaut 2 points. Comme il est à l'intérieur du mur, ça fait 4. Mon hôpital qui vaut 3 points, mais il est à l'intérieur de mon mur, ça va faire 6 points. Mon monastère, j'en ai pas, donc on a 0. On a ensuite le marché, j'ai mon marché qui est ici à l'extérieur, qui va faire 2 points. Il n'est pas doublé parce qu'il n'est pas à l'intérieur de mon mur. Ma guilde qui est ici à l'intérieur, donc x2, 2 x 3, 6 points pour la guilde. L'université, je n'en ai pas construit. Et la cathédrale, 5 points et x2 parce qu'elle est à l'intérieur, donc 10 points. On va additionner tout ça ensemble ici pour un total de 57 ici là, pour la valeur de mes bâtiments. On a ensuite 4 bâtiments qui peuvent marquer des bonus. Donc on a le marché, la guilde, l'université et la cathédrale. J'ai réussi à construire 3 de ces bâtiments, donc on va marquer les bonus pour les 3. Le marché marque 1 point pour chaque case orthogonale autour de lui qui est vide. Donc j'en ai seulement 1, 2, 3, 4 sur les 8 possibles. Donc 4 points bonus pour mon marché. Pour la guilde, j'en ai une. On marque des points en fait pour nos ressources restantes. Donc j'ai 5 pierres, 5 bois. Ça va faire 10 ressources restantes. Donc 10 points pour ma guilde. Pour l'université, je n'en ai pas. Donc ça va donner 0. Mais l'université en fait, c'est qu'elle marque les points pour notre culture. Donc ça m'aurait donné 10 points bonus si j'avais eu une université dans mon domaine. Et la cathédrale va me donner 1 point bonus pour chaque dé de ma population. Donc j'ai 11 dés. Donc ça va faire 11 points bonus pour ma cathédrale. Donc ici 11, 21, 25 points bonus pour les bonus de mes bâtiments. Par la suite, on marque nos points pour notre échelle de culture. Donc j'ai 10 de culture, ça me fait 10 points. Le joueur qui a le plus de culture va marquer un bonus de 5 points. On va dire que j'ai réussi à obtenir ce bonus pour 5 points. Ensuite, on va regarder si je suis le joueur qui possède l'endroit qui a un mur fermé qui est la plus grande surface. Et ce joueur va marquer un bonus de 10 points. On va dire que c'est mon adversaire qui l'a réussi. Donc je ne marquerai pas ce bonus d'avoir la plus grande surface à l'intérieur d'un mur fermé. Et finalement, on va faire le total de nos points. Donc ça me fait pour l'instant 97
67 points en sous-total. Et on va perdre un point pour chaque case de la piste de désastre. Donc je suis à 20. Donc je vais perdre 20 points. Donc ça va me faire un total de 77 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de marchandises, donc la ressource en bleu. Sinon le joueur qui a le plus de pierres. Sinon le joueur qui a le plus de bois. Sinon le joueur qui a le plus de nourriture. Si on est encore à égalité après tout ça, à ce moment-là, on va avoir une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Era, l'âge médiéval. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Era, âge médiéval? Premièrement, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Je l'avais mis quand même dans mon top 3 des jeux attendus pour Gen Con. Donc c'est un jeu que j'avais beaucoup d'attentes, j'avais hâte d'y jouer. C'est un jeu qui m'avait attiré, bon, premièrement, un jeu de Matt Leacock, un auteur que j'aime beaucoup. Un jeu aussi qui avait une belle présence quand on regarde le matériel, qu'on voit ça sur une table, tous les bâtiments en 3D, tout ça. Donc c'est vraiment wow, c'est le genre de choses que j'aime. Le petit côté casse-tête, construire un royaume, en plus avec une petite gestion de ressources, un engin qui se construit avec des dés. Donc ce jeu-là avait tout pour me plaire. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu-là? Ben évidemment, j'adore le matériel dans le jeu, les petits bâtiments en 3 dimensions, c'est vraiment cool. Les dés sont super beaux avec les beaux symboles et tout ça. Donc c'est vraiment un matériel de qualité. Donc c'est évidemment un standard avec Eggerspiel. On a eu Coimbra l'année passée qui avait vraiment une production vraiment superbe. Je pense que c'est dans la même veine côté matériel puis côté qualité. Fait que ça c'est encore une fois super bien réussi. Ensuite le gameplay, c'est un gameplay qui m'avait attiré beaucoup. L'espèce de roll and build. Donc c'est une construction d'engin en fait qui marche avec des dés. Puis qui a aussi l'aspect physique avec notre plateau, placer les bâtiments. Ça nous fait penser un peu à du placement de tuiles, mais là, au lieu d'être des tuiles, c'est des bâtiments en 3 dimensions, mais c'est un peu le même principe. J'ai beaucoup aimé la synergie entre les deux, entre la gestion de ressources, puis le placement des bâtiments, la construction d'engins, ça fonctionne vraiment bien ensemble, ces choses-là. Ça fait vraiment un beau résultat, c'est super intéressant. On sent que plus la partie avance, ben, plus on a de dés, plus on génère de choses, plus on va acheter des bâtiments qui sont payants. Puis on voit tranquillement nos choses qui se dessinent quand on construit ça sur le plateau. Fait que c'est vraiment le fun, le feeling de sentir la progression pendant la partie. Donc j'aime vraiment le système de Roll and Build qu'il a mis à l'intérieur du jeu. C'est vraiment cool. Il y a même un mode solo dans le jeu et attachez votre tuque. Je l'ai essayé, donc j'avais tellement hâte d'y jouer que j'ai décidé de me faire une partie solo en plus pour tester les règles, apprendre le jeu. Et j'ai aimé mon expérience, le jeu solo, le mode solo roule très bien. On va jouer 8 rondes de jeu et on va essayer de marquer le plus de points possible avec une charte pour savoir combien on a fait selon les points. On a une espèce d'adversaire fictif qui est Sir Philip, qui lui va rouler 2 dés gris, un dé jaune à chaque tour pour pouvoir faire un adversaire, ben dans le fond pour comparer notre valeur d'attaque avec les épées, les boucliers, tout ça. Si jamais lui a plus de boucliers que nous, ben on va perdre une ressource comme si on faisait attaquer par un autre joueur fictif. Si jamais c'est nous qui a plus d'épées, on va pouvoir voler la ressource qui a roulé sur son dé jaune à ce moment-là pour pouvoir l'obtenir. Fait que c'est vraiment très très simple, ça roule vraiment très bien. On enlève aussi certains bâtiments, on enlève certains bâtiments dans la pile, tout ça. Puis on essaie de faire le plus de points en 8 rondes de jeu au total là, pour pouvoir marquer en mode solo. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup de façons de marquer des points, beaucoup de combos intéressants à bâtir. Ok, tel bâtiment pour avoir une bonne synergie avec ça. Ok, ben je vais essayer d'aller me bâtir une synergie avec, je sais pas, avec la piste de culture. Je vais essayer d'aller chercher 2-3 dés blancs pour pouvoir générer beaucoup de culture. Je vais essayer de construire une université avec ça pour scorer ma piste de culture plusieurs fois. Ou je vais essayer de me bâtir beaucoup de dés, beaucoup de nourriture. Puis là, je vais essayer d'aller bâtir la cathédrale pour marquer ces points bonus-là, ou marquer des points avec les ressources à la fin avec une guilde, parce que je génère beaucoup de ressources avec mon engin. Puis il y a quand même quelques petites avenues, puis il y a quand même une bonne compétition entre les joueurs, là, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments de chaque sorte. Fait que c'est pas tout le monde qui va avoir 2-3 dés blancs, il y en a comme 5 au maximum dans une partie.
4 dans une partie à 2 joueurs. Donc évidemment, on a cette petite compétition-là de OK, lui il se lance dans un dé blanc, OK, ben là, s'il y a déjà 3 dés blancs, moi si j'en veux un, il faut que j'aille l'acheter là parce qu'après, il n'y en aura plus pour le reste de la partie. Puis ça peut se finir quand même assez vite parce que lorsqu'une pile de bâtiments est terminée, on flippe un des jetons sur le X et après ça, ben, c'est terminé, on s'en va compter les points. Fait qu'on peut quand même s'aligner sur certaines stratégies ou certains combos qui vont être le fun à faire aussi puis à bâtir puis qu'on va arriver avec le temps. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Merci beaucoup d'avoir mis cette feuille de scoring parce qu'il y a beaucoup de choses à compiler. Fait que ça rend la tâche vraiment facile de suivre sur la feuille. Tout est vraiment très clair, tout est vraiment bien indiqué. Fait que c'est pas mal ce que j'ai aimé dans le jeu. J'ai aimé beaucoup de choses, comme vous voyez. Pour les côtés négatifs, la première chose, c'est le plateau qui est très cool. Là. Ça ressemble à un plateau de Battleship, en fait, avec les petits trous et tout ça. Mais il y a des chiffres décrits, il y a les symboles, les icônes pour les ressources et tout ça, mais c'est pas très visible, donc c'est difficile à voir. Il fait peut-être qu'il a fallu que ce soit en noir ou en couleur pour que ça ressorte du jaune. Fait que c'est dur de voir des fois les chiffres ou combien on a de ressources et tout ça. C'est vraiment pas très visible sur le plateau. J'ai vu sur les groupes Facebook que des gens ont peinturé justement ces chiffres-là ou les symboles. Ça fait vraiment très très beau. Fait que c'est le genre de choses qui pourrait être cool. Faudrait que je me trouve quelqu'un pour peinturer mes boards, que ce soit plus visible. Deuxième chose que j'ai peut-être moins aimé, j'avais un petit peu peur en lisant les règles, que la phase d'attaque, la dernière phase, ça pouvait faire mal à des joueurs, surtout dans des parties à 4 joueurs, parce que si, exemple, je roule pas d'épée ni de bouclier pendant un tour, mais toutes les autres, s'ils ont des épées, ils vont toutes pouvoir me voler une ressource, fait que je pourrais perdre jusqu'à 3 ressources dans le même tour, ce qui, en début de partie, peut faire vraiment très mal, parce qu'on génère pas tant de ressources que ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de dés. En fin de partie, si c'est pas trop grave de perdre 3 ressources, généralement, on en génère beaucoup, parce que souvent, on a à peu près une douzaine de dés à la fin de la partie, fait que c'est quand même beaucoup un engin assez efficace, mais ça peut vraiment faire mal en début de partie. Puis évidemment, comme c'est un jeu de construction d'engins, ben si t'es pénalisé ou tu te fais voler des ressources beaucoup au début de la partie, ça va être dur comme de démarrer un peu ton engin puis de te lancer comme ça, fait que ça peut faire mal à long terme. Fait que ce petit côté-là à 4 joueurs, j'ai un petit peu moins aimé. J'ai joué en solo, j'ai joué à 2, j'ai joué à 4. Je vous dirais qu'à 2, c'est vraiment très très cool, très très le fun. 3, ça passe bien, mais à 4, c'est ça. Des fois, le petit côté de take that va peut-être être moins agréable dans une partie. Era, âge médiéval, j'ai un jeu qui avait beaucoup d'attentes et un jeu que j'ai adoré, un super système de jeu que Matt Leacock a établi. Je pense qu'ils veulent partir une franchise Era, donc probablement qu'il va y avoir Era Renaissance ou Era je sais pas quel âge, les Romains, l'Égypte. Bref, ils peuvent faire plein de thèmes différents avec un système semblable à ça, puis j'ai hâte de voir où ça va s'en aller. Donc, Era, le premier de cette franchise-là, âge médiéval, je lui donne une note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu. Excellent jeu aussi qui roule super bien, un super bon tempo, parce que la moitié des phases sont simultanées, fait que tous les joueurs la font en même temps. On lance les dés, on récolte, on paye la nourriture, on peut tout faire ça en même temps. Puis après, les autres phases se font un à tour de l'autre, mais ça va un à tour de rôle, mais ça va quand même assez vite. Puis ça rentre vraiment en 1 heure. Fait que c'est un jeu qui est quand même intéressant pour la durée qu'il va avoir, puis le petit côté stratégique qu'il va avoir. Fait que je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup de monde. Donc c'est vraiment très agréable à jouer. Un super beau système. On sait que Matt Leacock est reconnu pour Pandémie, mais je pense qu'avec Era, il vient de mettre de quoi sur la table qui va être intéressant. Puis ça va peut-être être capable de justement le sortir un peu de l'ombre de Pandémie pour montrer qu'il a fait d'autres choses de bien aussi dans les jeux de société. Fait qu'un super jeu, je sais pas trop quand il va arriver en boutique, ça devrait être bientôt j'imagine. Donc quand ça va sortir, allez voir ça, c'est vraiment fantastique comme jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.